Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci. Je suis vraiment honorée. Merci à la Technopole de l'Aube avec une mention bien spéciale à Mathilde Pomera, qui est à l'initiative de cette soirée, qui me permet aujourd'hui de rayonner à travers mon activité VACOM. Bonsoir à tous. Il y a des visages très familiers dans cette salle qui me mettent en confiance pour cette grande première. Ça fait du bien. Merci d'être là. Merci à vous tous, en tout cas, de votre présence. Alors, je vous présente VACOM, VACOM A3. VACOM, c'est tout d'abord un réseau de franchises qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. Il y a 43 implantations en France. Nous sommes 100 consultants. Le réseau VACOM, tout d'abord, je vais vous parler de moi aussi. Je me présente à vous, je m'appelle Élise Brouillard. Je suis dirigeante consultante de VACOM A3. J'ai 2 enfants, 2 garçons, un garçon de 8 ans, un garçon de 11 ans. Je suis pacsée avec Eric. Je suis arrivée dans le monde du travail à travers un contrat emploi jeune. J'étais à ce moment-là dans le secteur associatif sportif. J'ai pu valider grâce à cela un DUT en gestion des entreprises et des administrations, un DUT de 3, option ressources humaines. Et puis, j'ai entamé un parcours durant 14 ans chez Cap Emploi Aube. C'est un organisme de placement spécialisé dédié aux personnes en situation de handicap. J'étais à ce moment-là conseillère en recrutement et j'ai passé par la voie de la VAE, une licence professionnelle en sciences humaines et sociales avec l'Université de Reims. Et puis, il y a 3 ans, j'ai été approchée par le réseau VACOM pour développer l'agence de Troyes et pouvoir développer la performance humaine au sein des entreprises et des organisations sur le département. Et donc désormais, eh bien, je suis éleveuse de manchots, même plus précisément, mais ça je vous en reparle juste après. Alors notre métier, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations dans le développement de la performance humaine. On dit chez VACOM, ce n'est pas flagrant comme ça, mais que nous avons de très grandes oreilles. Pourquoi ? Parce que nous écoutons et nous répondons aux besoins de nos clients. En termes de performance humaine au sein des entreprises, nous sommes centrés sur les individus et leur levier de motivation, engagement et investissement de performance pour les entreprises. Pour cela, nous exerçons autour de 6 activités que sont la formation, le recrutement, l'orientation professionnelle, le coaching, la conférence et la formation. Alors ce soir, nous allons surtout mettre en lumière la méthode OPR, qui est l'outil phare chez VACOM. C'est un outil qui a été créé par notre président Jean-Louis Fell, qui est à l'initiative et à la création de ce réseau de franchise. Mais nous avons aussi d'autres outils à notre main, notamment le baromètre des postures managériales. Nous avons un diagnostic marque employeur, un baromètre de la performance RH pour auditer les organisations sur les différentes thématiques RH de leur effectif. L'envol des talents, la méthode de l'engagement. Nous avons 2 formations ouvertes à distance. Bonsoir. Manager 4.0, collaborateur 4.0 et nous avons un label, le sens de l'humain, qui permet à des entreprises hors VACOM de pouvoir s'emparer de certains outils et de les déployer en interne auprès de leur effectif pour travailler la performance humaine au sein de leur entreprise. Alors, je vous ai dit que j'étais éleveuse de manchots. Nous sommes tous des manchots chez VACOM. D'ailleurs, nos séminaires annuels s'appellent des banquises. La prochaine est à Bordeaux au mois d'avril et j'ai hâte d'y être pour retrouver tous mes homologues vacomiens. Alors, pourquoi nous sommes tous des manchots ? Finalement, cet animal assez disgracieux sur la glace, il a des petits trucs qui bougent sur le côté. On sait à peine définir s'il s'agit d'ailes ou de palmes. On a du mal à savoir s'ils ont réellement des genoux. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'ils sont très disgracieux, bonsoir, sur la glace. Si vous observez les manchots dans l'eau, qui est leur élément de prédilection, vous pourrez découvrir qu'ils nagent à plus de 35 km/h et ce smoking noir et blanc qu'on ne comprenait pas trop sur les images précédentes prend tout son sens ici puisqu'il peut nager jusqu'à 520 mètres de profondeur. Son dos noir lui permet de ne pas être vu à ce moment-là par ses prédateurs. Et à l'inverse, quand il nage
sur la ligne d'eau, son ventre blanc le protège là aussi de ses prédateurs qui ne le voient pas. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous, fait la différence entre ce manchot sur la glace et ce manchot dans l'eau, qui est très beau à regarder et très gracieux? Qu'est-ce qui a changé? Son environnement. Chez Vacom, on travaille beaucoup autour de ça. On travaille autour des leviers de motivation, on travaille autour de l'environnement professionnel, de l'épanouissement et du bien-être au travail. Alors, l'objectif de ce soir, c'est de développer votre qualité relationnelle pour réussir dans votre projet entrepreneurial, entre autres, mais pas que. Finalement, ce dont on va parler ce soir, on va parler beaucoup de communication, de mode de fonctionnement. Ça vous concerne tous et toutes dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sociale au sens le plus large. Je vous propose de revisiter différents concepts en cette première partie de conférence sur la communication et l'écoute active. Si je vous dis bien dans sa peau sans vouloir celle des autres, et si nous avions autour de nous les relations que nous méritons, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Je vous laisse réfléchir un peu, sinon c'est trop facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Carrément. Enfin, il y a quand même une certaine notion d'authenticité qui ressort et qui est plutôt agréable. Bien dans sa peau sans vouloir celle des autres. Ça me rappelle cette phrase qui dit, qui est relativement connue, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'ai l'impression qu'on est clairement sur la même longueur d'onde. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Merci Audrey. Et si nous avions autour de nous les relations que nous méritons, il y a une forme de responsabilité de chacun de prendre conscience que nos comportements, nos actions, nos interactions avec les autres vont conditionner la qualité de nos relations. Effectivement, si on est bienveillant, disponible, agréable, il y a de fortes chances pour que la qualité de nos relations autour de nous s'en ressente. De la même manière, si on est plutôt égoïste, auto-centré, négligent, nous risquons d'avoir des relations qui soient superficielles, voire litigieuses à certains moments. Et quelque part, c'est de se responsabiliser par rapport à ce comportement qui est le nôtre et que nous donnons à voir aux autres, et sur notre responsabilité quand nous observons que finalement, des relations autour de nous ne sont pas qualitatives, c'est se responsabiliser par rapport à qu'est-ce que je donne à voir à l'autre, qu'est-ce que j'ai à lui donner et qu'est-ce que je reçois en retour. Alors effectivement, on n'est pas tous responsables de la tête qu'on a, ça on n'y peut rien, c'est l'ADN qui veut ça. Pour autant, on est responsable de la tête qu'on fait. Là aussi, c'est être conscient du comportement qu'on donne à voir aux autres, de notre attitude. Et en cela, il est important de pouvoir bien maîtriser et connaître l'importance de la communication interpersonnelle. Bien maîtriser sa communication interpersonnelle, c'est pouvoir identifier les comportements, les actions, les interactions que les autres ont vis-à-vis de nous, et ainsi de pouvoir comprendre leurs réactions de manière à pouvoir s'adapter avec autrui et bien communiquer avec les autres. Donc ça demande néanmoins de bien se connaître soi-même, bien maîtriser sa propre communication et savoir accueillir celle des autres. Et souvent, il y a une erreur que l'on pratique tous, c'est qu'on pense que tout le monde a le même mode de fonctionnement, en tout cas tout le monde fonctionne comme nous. Ce qui est malheureusement une erreur, et c'est ce qui nous met autant en effort parfois dans les relations sociales, c'est que nous devons considérer que notre prisme et notre vision du monde nous appartient et qu'il va falloir s'adapter à des personnes autour de nous avec lesquelles nous allons devoir interagir en milieu professionnel ou autre, qui ne voient pas les choses avec ce même prisme. On dit aujourd'hui que nous n'avons jamais autant communiqué. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Oui, David, pourquoi tu dirais l'inverse? Parce qu'on passe beaucoup de temps justement sur des ordinateurs et sur une façon de communiquer qui est plus naturelle. Oui, on a 1000 mails à traiter, on a 1000 amis sur Facebook, on en a tout autant sur LinkedIn. On a des applications qui nous permettent instantanément de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde.
et dans un même temps, on ne connaît pas toujours son propre voisin. Alors, communiquer, comme on le définit, c'est l'art d'établir une relation avec autrui et de transmettre quelque chose à quelqu'un. C'est un art qui consiste à mettre en commun des informations, des messages, des pratiques, des sensibilités, des idées, des représentations, des problématiques et toute autre chose qui permet d'interagir. Alors, communiquer, c'est aussi une prise de risque. C'est-à-dire qu'en communiquant, on s'expose à des manières de penser, des manières de voir le monde, encore une fois, qui sont différentes. Donc, effectivement, pour certains d'entre nous, communiquer, parfois, c'est une prise de risque. Il va falloir, du coup, gérer les différences de représentation. Et en cela, je vous propose d'observer tout d'abord une première image, celle de la femme qui est située à gauche. Et comme nous ne voyons pas tous la même chose, je vais vous demander de me dire quel âge a la femme qui apparaît sur cette photo. Vous lui donnez quel âge ? Plutôt jeune ou plutôt vieille ? Les deux, mon capitaine. Alors, j'aimerais savoir qui voit la jeune femme. Quelqu'un ne voit pas la jeune femme ? Qui voit la vieille femme ? Très bien. Tu vois la vieille femme ? Tu vois les deux ? Est-ce que tu peux venir montrer la vieille femme sur l'écran, s'il te plaît, pour l'expliquer aux autres ? Alors, pour ceux qui ne voient pas la vieille femme, là, il y a le menton, le nez, la bouche, les yeux. Et là, elle est de profil, hein, la vieille dame. c'est les yeux. Et la jeune, je pense que tout le monde voit. Tout le monde a vu la jeune ? Ok. Comprenez en cela qu'on ne fait pas appel aux mêmes parties de notre cerveau quand on regarde une image et également une situation parfois. En voici l'illustration. Si je vous demande de me décrire ce que vous voyez sur l'image de droite. Alors, un caillou, oui. Tout le monde voit le caillou ? Tu vois quoi ? Le mur, ouais. Est-ce que tu vois le caillou dans le mur ? Ok. Est-ce que vous voyez un cigare ? Vous avez la cendre ici, et puis le cigare là. Alors, cet exercice, il permet encore une fois de vous faire constater que pour une même image, on ne voit pas tous la même chose. Et ça, c'est très important en communication, de se dire ce que je vois n'est pas forcément ce que je vois l'autre, ou ce que je comprends de cette situation n'est pas forcément la même lecture ou ce que va comprendre l'autre. Et puis aussi, nous ne voyons que ce que nous voulons bien voir. Pourquoi ? Parce que nous avons un cadre de référence. Et ce cadre de référence, il est conditionné par notre éducation, notre culture, nos expériences, nos croyances, nos choix, nos envies. Et ce cadre de référence, quelque part, il nous définit et il permet de donner une interprétation de ce que nous voyons. C'est lui qui va définir en fait notre paire de lunettes pour voir le monde, notre prisme à travers lequel nous allons pouvoir analyser, comprendre les situations dans lesquelles on se trouve. Et là encore, nous n'avons pas tous le cadre de référence. Et si je dois faire le parallèle en entreprise, le sujet est souvent là. Les situations conflictuelles, ou en tout cas les malentendus, les mauvaises interprétations, sont souvent liées à des interprétations différentes selon son cadre de référence qui nous conditionne dans notre compréhension de la réalité dans laquelle on se trouve. Pour en revenir à la communication, alors je sais qu'on a des experts en communication dans cette salle, il y a 3 registres. Le verbal, c'est-à-dire les mots que nous employons pour passer un message, pour nous exprimer. Il y a l'intonation, la tonalité, c'est de quelle manière on va colorer ces mots pour faire passer notre message ou créer le contact avec l'autre.
Et puis la gestuelle, qui va venir animer notre message. D'après vous, quel est l'impact de chacun de ces paramètres dans la compréhension du message? Si on doit considérer les mots, c'est-à-dire ce que l'on dit, et le sens des mots, le ton de la voix et la gestuelle, comment vous pourriez imaginer cette répartition dans la transmission du message que vous souhaitez passer? Quel poids? En tout cas, qu'est-ce que vous verriez peser le plus lourd? Le ton et la gestuelle. C'est pas mal. Alors, les mots que nous employons, et quand on sait à quel point parfois dans le monde professionnel, on s'attache à être technique, à employer du vocabulaire vraiment, comment dirais-je, soutenu, merci, et qu'on se rend compte que quand on passe un message ou qu'on communique en entreprise, ça ne pèse qu'à hauteur de 7% de ce que l'on veut faire passer. Parfois, je dis à mes managers, laissez tomber le technique et mettez un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus de vie à ce que vous avez envie de faire passer. Surtout, soyez alignés, parce que finalement, c'est près de 93% du non-verbal qui va peser dans la qualité de ce que vous allez transmettre quand vous communiquez. Une fois que vous avez compris ça, c'est quand même une claque, parce que ce que les autres vont observer chez vous, c'est votre gestuelle, c'est la manière dont vous allez dire les mots, si c'est dynamique, si vous êtes aligné avec ce que vous dites, les autres vont le ressentir. Vous aviez conscience de ça? Ouais. Si je vous dis, je suis en pleine patate ce matin. L'illustration, elle est là, c'est que c'est quand même mon non-verbal qui va parler plus que les mots que je suis en train de vous dire. Il y a une étude sur le même sujet en visio. Je ne saurais pas te dire, mais ouais, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on ne communique pas du tout de la même manière. Déjà, on communique sur un temps beaucoup plus restreint en visio, sinon c'est de la perte de temps aussi. Et en termes d'impact du message, je ne saurais pas dire. Alors moi, j'ai envie de vous dire en communication, souriez. Puis pour être heureux tout court, pourquoi? Parce que déjà, quand on sourit, ça a été étudié, on fait agir des muscles au niveau de notre visage qui, par définition, envoie un message à notre cerveau qui libère des endorphines. Donc déjà, rien que pour soi, sourire, ça fait du bien. Et puis, en France, il y a une étude aussi qui a évoqué qu'un tiers des Français sourit à peu près 20 fois par jour. Un cinquième sourit moins de 5 fois par jour. D'ailleurs, ils reconnaissent être en moins bonne santé que les autres. Et on a nos champions du monde, les enfants, de 0 à 6 ans, qui, eux, en moyenne, sourient pratiquement 400 fois par jour. Cette notion-là, elle vise aussi à vous sensibiliser à ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que si vous souriez à l'autre, vous avez de grandes chances de recevoir un sourire en échange. Alors ne laissez pas le monde changer votre sourire, mais votre sourire changer le monde. Je vais vous proposer une petite vidéo très courte. Pour ceux qui la connaissent, je vous laisse la discrétion de bien vouloir le laisser découvrir aux autres. Ça ne dure pas très longtemps. Je ne suis pas sûre qu'on ait du son.
Voilà, c'était le côté finesse de la soirée. Votre sourire peut changer le monde. Retenez cette notion de contagion émotionnelle et essayez de garder un sourire affiché si vous souhaitez en recevoir. En tout cas, vous forcerez le sourire de l'autre à travers ça. Alors, on va maintenant, après avoir parlé communication, on va parler écoute active. Écouter activement. On parle souvent beaucoup et on écoute souvent trop peu. L'écoute active, plus qu'une technique d'écoute, c'est une attitude, c'est une disponibilité qui facilite l'expression de votre interlocuteur. D'ailleurs, en écriture chinoise, il y a un idéogramme de l'écoute active qui décrit parfaitement cette technique. Les oreilles pour entendre, l'esprit pour penser, les yeux pour voir, l'attention pour se centrer sur l'autre, le cœur pour ressentir. Pour écouter l'autre activement, cela requiert quelques tips, j'ai envie de dire, quelques bonnes attitudes. Par exemple, avoir une attitude positive, un langage positif, être ouvert à l'autre, être disponible pour l'autre. Regardez la personne qui vous parle, traduit que vous lui apportez une réelle attention. Rendez-vous disponible et ne faites pas autre chose en même temps. Le « oui, je t'écoute pendant que je pianote sur mon PC » ou « oui, t'en fais pas, j'envoie un message, mais j'écoute ce que tu es en train de me dire », c'est faux. Écouter activement, ce n'est pas ça. C'est poser des questions de compréhension. C'est vous en tenir aussi au sujet dont l'autre parle, sans rebondir sur un sujet qui vous intéresse vous ou auquel cela vous fait penser. C'est aussi réutiliser les mots de celui qui vous parle pour lui démontrer que vous avez bien compris, bien entendu ce dont il venait de vous témoigner. C'est aussi respecter ses silences, témoigner de l'empathie et rester neutre, prendre des notes et reformuler pour valider votre compréhension. Alors effectivement, à chaque fois que vous allez être en communication, vous n'allez pas ratisser l'ensemble de ces activités. Pour autant, si vous êtes en milieu professionnel et en entretien, en adoptant ce type de comportement, vous pourrez passer un message positif à votre interlocuteur en lui démontrant que vous l'écoutez vraiment. Alors, n'oubliez jamais de laisser l'autre s'exprimer. On a une technique chez Vacom que vous allez pouvoir vous approprier très simplement. FTG, ferme ta gueule. C'est-à-dire que tu comptes jusqu'à 10 dans ta tête et tu laisses à l'autre la possibilité et l'opportunité de pouvoir réfléchir, s'assurer que ce qu'il a à te dire le met suffisamment en confiance pour t'en témoigner. Et il y a, on va le voir après, des profils à la fois impatients qui vont avoir du mal à marquer des silences pour écouter l'autre, et à l'inverse des profils qui, eux, ont besoin de temps pour prendre leur parole, être suffisamment en confiance pour pouvoir témoigner de ce qu'ils ont à dire. Et si ces deux profils-là ne sont pas finalement si attentifs que ça à l'autre, eh bien, on risque parfois de passer à travers des messages ou en tout cas des échanges qui auraient pourtant été très bénéfiques. Donc, n'oubliez pas en communication le FTG pour le tester au quotidien, parce que moi j'ai besoin que ça aille vite et je suis plutôt de nature impatiente, m'apporte beaucoup dans ma pratique professionnelle parce qu'il a de vrais effets, je vous invite à le tester. Alors on a parlé communication, on a parlé sourire. J'ai envie de vous parler aussi de confiance. La confiance, c'est l'avenir, c'est faire confiance aux autres. Qui fait confiance naturellement aux autres dans cette salle? Levez la main. Qui fait confiance et a déjà été déçu? Qui fait confiance, a déjà été déçu, mais quand même continue à faire confiance? Et pourquoi? Bonne question. Pourquoi on continue à faire confiance? Oui, merci, exactement. Bravo à vous. Faire confiance, alors effectivement, ça peut créer la désillusion parfois, de faire confiance par principe. Mais entre nous, même s'il y a quelques désillusions, ne pensez-vous pas que malgré ça, on s'enrichit, on apprend?
Et ça passe surtout aussi un message à l'autre. D'ailleurs, ne pas oublier de dire à l'autre « je te fais confiance ». C'est un réel levier de motivation, c'est considérer l'autre, lui faire confiance, c'est le valoriser. Dans le contexte professionnel, mais même dans le contexte personnel, témoigner à l'autre qu'on lui fait confiance, c'est un vrai signe de reconnaissance. Donc n'hésitez pas à le faire. Choisissez de vivre en optimisme. C'est le concept de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il y a quelqu'un chez Vacom qui disait celui qui voit le verre à moitié vide, donne-lui un plus petit verre et remplis-le, comme ça il sera moins chiant. Mais oui, parce qu'il faut savoir être confiant en l'avenir. Et l'optimisme fait du bien. C'est un conditionnement de soi, de pouvoir se dire qu'on va au moins tenter, qu'on a des chances de réussir, plutôt que par pessimisme, devenir trop frileux et s'empêcher d'oser. J'arrive à notre méthode OPR, optimiser son potentiel relationnel. Alors la méthode OPR, comme je vous le disais, elle est vraiment propre au réseau Vacom. Notre président du réseau de franchise s'est entouré de personnel de neurosciences et la méthode OPR, elle traite des préférences cérébrales. Alors, on n'est absolument pas expert du cerveau chez Vacom, nous ne sommes pas du tout des scientifiques. Néanmoins, nous travaillons sur les comportements et la manière dont nous utilisons particulièrement et de manière totalement spécifique notre cerveau conditionne notre comportement. Nos connexions deviennent nos habitudes et donc vous savez tous qu'on ne parle pas d'un cerveau mais de 3 couches de cerveau et qu'il y a 2 hémisphères. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant vert, si je vous dis ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de licenciement, si je vous dis vas-y, il n'y a aucun danger, n'aie pas peur, c'est juste un petit focus là aussi sur notre communication. Le cerveau ne comprend pas les formulations négatives. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant vert, vous pensez à quoi? À retenir aussi dans la manière dont parfois on parle à nos enfants. N'aie pas peur du chien, il ne va pas te mordre. Il y a peu de chances qu'il l'approche. Alors, 99% des problèmes que l'on vit au travail ou dans la vie personnelle sont dus à des situations relationnelles mal maîtrisées ou mal vécues. Qui dans cette salle fait partie des gros vénards, du 1,5%, même 1,2% de personnes qui n'ont jamais eu de problème de communication dans leur vie? J'en ai encore pas croisé. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, on va pouvoir comprendre l'origine de la méthode OPR, parce qu'elle a été créée pour répondre à cette problématique que nous rencontrons dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, des problèmes de communication, de relations, comme je vous le disais tout à l'heure, des malentendus, des interprétations, des non-dits, des incompréhensions qui font qu'on a parfois du mal à communiquer les uns avec les autres. Cette méthode OPR, elle a vocation à décrire notre mode de fonctionnement, nos leviers de motivation, de quoi nous avons besoin pour bien fonctionner, pour fonctionner dans un environnement qui nous soit le plus favorable possible pour être épanoui. Et ce mode de fonctionnement va nous conditionner, en tout cas va conditionner notre style de communication et va définir nos comportements. Nous retrouvons le cerveau, cette fois-ci divisé en 4 parties, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, avec le système cortical qui définit la pensée et le système limbique qui définit l'émotion. Pour la première partie, on y retrouve la créativité, les défis, la globalité, l'innovation, les nouveautés et la rapidité. La deuxième partie, on y retrouve le contact humain, le collectif, la communication, le dialogue, la sensibilité et la confiance. Pour la partie 3, nous retrouvons les méthodes, le respect, la minutie, la stabilité, la prudence et la qualité.
Et pour la partie 4, la logique, l'analyse, l'organisation, la franchise, la concrétisation et la clarté. Je vous parlais de conditions de motivation. On parlait tout à l'heure de s'adapter à son environnement et d'être dans un environnement optimal pour être performant. Eh bien, pour être performant, nous avons besoin d'être motivés. Et la motivation, elle vient d'où ? Comment on motive quelqu'un, d'après vous ? Est-ce qu'on peut motiver quelqu'un ? Soit elle vient de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, Oui. soit elle vient de l'extérieur. Et dans ce cas, c'est une stimulation et pas une motivation. Et oui, en répondant à ses besoins. Pour motiver quelqu'un, il faut déjà parvenir à identifier de quoi il a besoin, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le nourrit, qu'est-ce qui fait que son carburant le met en bon ordre de marche pour qu'il soit performant. Et effectivement, ça ne peut venir que de la personne elle-même. Je prends souvent l'illustration du fumeur. On le motive beaucoup, le fumeur, hein. On lui met des super dessins sur les paquets de cigarettes, on lui dit « arrête de fumer, tu vas avoir le cancer », est-ce qu'il arrête de fumer ? Non, on le stimule, certes. Pour qu'il se motive, ça doit venir de lui. La ressource, il doit aller la chercher chez lui, il doit y trouver le sens. Pourquoi lui, il voudrait arrêter de fumer. Peut-être pas, pour revenir de Strasbourg, et si tu pouvais éviter de mettre le bordel dans mon couple, ce serait sympa. Je t'en prie. Alors, pour revenir sur les conditions de motivation, vous avez vu, on a découpé le cerveau en 4 parties pour définir le profil 1, 2, 3, 4. Le profil 1, son levier de motivation, à lui, c'est d'être reconnu. Ce profil, il a besoin de nouveautés, de globalité, de défis, de rapidité, de leadership et de compétition. Ce qui est son carburant, à lui, c'est le changement. Ce profil s'ennuiera particulièrement dans un environnement ou des tâches trop routinières. C'est un profil qui est déjà dans 2 mains, il a toujours 2 coups d'avance, il voit dans le futur, il est vraiment orienté vers le futur. Ce qui l'anime, c'est aussi de gagner en leadership, en responsabilité. Il a besoin de ça pour être motivé. Le deuxième levier de motivation, c'est être aimé, être apprécié. Ce profil, il a besoin d'échanges, d'esprit d'équipe, de partage, d'écoute, de dialogue et de convivialité. Ce qui l'anime, lui, c'est la communication. Il a besoin de fonctionner avec les autres. Ce profil, il se conjugue à tous les temps, hein. Il est à la fois dans le passé, le présent et le futur. Et pour vous donner une illustration, il sera plutôt attaché à l'aventure humaine plutôt qu'au résultat à atteindre, par exemple, en situation professionnelle. Le profil 3, lui, il est plutôt orienté vers le passé. Sa motivation, c'est la sécurité. Lui, il a besoin de qualité, de stabilité, de détails, de méthodes, d'instruction, de formalisation. Il a besoin de temps et de planification. Et le profil 4, lui, il est concrètement ancré dans le présent. Sa motivation, ce sont les résultats. Il a besoin d'objectifs clairs. Il a besoin de concret, de franchise, de clarté, de rentabilité, de comprendre. Son carburant à lui, c'est l'efficacité. Certains d'entre vous commencent à se situer un petit peu. Alors avant de poursuivre, je voulais vous mettre face à quelques convictions que nous avons chez Vacom. La première, toujours en lien avec nos leviers de motivation, on ne fait bien longtemps que ce que l'on aime. La méthode OPR, elle va travailler sur vos leviers de motivation. Plus on aime faire les choses, plus ça peut s'inscrire dans le temps et plus on est en bonne utilisation de notre énergie. À l'inverse, moins on aime faire les choses, plus ça s'inscrit dans le temps et plus on va être en effort, en difficulté, en fatigue, voire en souffrance. Eh bien, ça prend cette notion-là. Bien sûr, on est tous capables de faire beaucoup de choses. C'est plutôt savoir identifier ce qu'on aime le plus faire et le moins faire pour savoir qu'à un moment donné, quand on est dans ce qu'on aime le moins faire, si ça s'inscrit dans le temps, malheureusement, on ne pourra pas le faire dans de bonnes conditions. Il ne sert à rien de vouloir motiver les autres. On l'a abordé juste avant, on peut le stimuler. Par contre, souvent en tant que manager, on peut mettre en place les conditions de la motivation en travaillant sur les besoins. Et comment on travaille sur les besoins de ses collaborateurs ou des individus de manière générale ?
Comment on peut savoir ça? Parce que tout le monde ne va pas passer l'OPR pour savoir comment il fonctionne et de quoi il a besoin. On leur demande, ouais, on leur pose des questions, on s'intéresse à eux. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Qu'est-ce que tu aimes le moins faire? Comment tu as vécu cette mission-là? Qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Comment tu te projettes dans l'entreprise? Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une liste de courses à la fin et qu'on va devoir répondre à toutes les doléances. Par contre, notamment pour les managers ou les dirigeants d'entreprise, c'est un indicateur fort qui permet d'identifier quelles sont les appétences en fait, des individus dans l'entreprise, comment ils se projettent, qu'est-ce qu'ils y voient, qu'est-ce qui les anime et qu'est-ce qui va faire qu'ils seront en bon ordre de marche. Donc c'est important de questionner pour pouvoir mettre en place les conditions de la motivation. Il est impossible de changer quelqu'un. On n'aime pas, mais c'est comme ça. Il y en a beaucoup qu'on aimerait changer et c'est chronophage. Et pour autant, nous-mêmes, nous ne changerons jamais. Donc c'est aussi savoir s'accepter, se comprendre et finalement s'assumer dans notre mode de fonctionnement parce que de toute façon, nous sommes conditionnés d'une certaine manière. C'est notre propre mode de fonctionnement qui nous guide. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se comprendre, identifier nos forces, nos atouts, mais aussi nos points de progrès et nos domaines de vigilance pour bien fonctionner avec les autres. Pour comprendre les autres et leurs motivations, il faut se comprendre soi-même. Plus on se connaît, plus on identifie notre mode de fonctionnement, plus on disposera des clés pour se comprendre soi-même et on disposera aussi d'une grille de lecture pour comprendre et accueillir les autres, même s'ils sont différents de nous. On a autour de soi les relations que l'on mérite. Quand tout va mal, dans toutes les entreprises où on est passé, où on est en conflit permanent avec les autres, souvent, il ne faut pas oublier et occulter que le dénominateur commun de tout ça, c'est quand même soi. On a toujours sa part de responsabilité. Donc ça mérite aussi de s'enorgueillir, de constater qu'on a autour de soi des amis, des gens avec lesquels ça fonctionne bien et que finalement la vie est plutôt simple. Eh bien, vous en êtes certainement le premier responsable et c'est tant mieux. Alors, on repart sur la méthode OPR. Quand vous répondez à la méthode OPR, les résultats du questionnaire, en fait, sont représentés par un point dans chacune des colonnes. Ils situent le point dans chacune des colonnes. Chaque colonne représente un levier de motivation, être reconnu, être aimé, être en sécurité et être performant, les résultats. Vous avez une médiane. Tous les points qui se situent au-dessus de la médiane, on est dans ce qu'on appelle la zone dite de motivation, c'est-à-dire ce que nous préférons faire. À l'inverse, les points situés en dessous de la médiane décrivent plutôt un effort puisqu'on est dans ce que nous aimons le moins faire. J'insiste sur le fait qu'on n'est pas en train de dire que les gens ne sont pas capables d'eux, mais bien ce qu'ils aiment le plus faire et ils aiment le moins faire. Alors, pour ceux qui s'initient ce soir à la méthode, j'imagine que c'est un petit peu encore confus pour vous, mais je sais, j'ai plusieurs personnes qui maîtrisent parfaitement l'OPR dans cette salle, en tout cas qui l'ont déjà vécu. Et j'aimerais qu'on puisse, que l'un d'entre vous puisse partager son expérience de la méthode OPR et parvienne à nous décrire ce profil. Qu'est-ce qu'on pourrait bien en dire ? Je vous écoute, je vais essayer de ne pas donner de nom. Qu'est-ce qu'on comprend de ce profil ? Donc la personne, elle a du 1, elle a du 2 et du 4. C'est-à-dire qu'elle a besoin de nourrir ces 3 leviers de motivation pour bien fonctionner en entreprise et dans son environnement aussi personnel. Elle a une dominante 2, donc être aimée. Ouais. Comment ça peut se traduire? Comment on peut l'observer à travers ses comportements, d'après toi? Ça va être quelqu'un qui va aimer faire plaisir à l'autre, Oui, qui va prendre soin de l'autre, oui, qui va être force de proposition dans une notion de cohésion, de dynamique de groupe, etc. oui, tout à fait.
Merci Sevda, exactement. Donc c'est une personne qui a besoin de contact, d'esprit d'équipe, de confiance, de collectif et de dialogue. Elle a besoin de communiquer, cette personne, et elle a besoin d'interagir avec les autres. Si vous l'isolez, par exemple, sur un poste au sein de l'entreprise, c'est une personne qui va, sur la durée, encore une fois, se sentir cruellement en souffrance parce qu'elle a besoin des autres pour bien fonctionner. Elle a un petit peu de 1 aussi. Alors, de quoi elle a besoin, d'après vous ? Oui, elle a besoin d'être reconnue, mais au-delà de ça, oui. C'est aussi une personne qui va s'ennuyer cruellement dans un travail trop routinier. Elle a besoin de nouveautés. On a beaucoup de dirigeants d'entreprise, notamment, qui ont du 1 dans leur profil. Pourquoi ? Parce que comme ils ont cette capacité à voir dans le futur, ils ont une vision. Alors souvent, ils l'ont dans leur tête, ils ont du mal à l'expliquer aux autres. Mais surtout, ils sont tellement attachés à la nouveauté, au projet, au challenge et au leadership que ces dirigeants d'entreprise qui ont du 1, ils sont sans cesse en train de se demander comment ils vont pouvoir se renouveler, comment ils vont pouvoir voir leur entreprise croître, comment ils vont pouvoir développer de nouveaux produits, de nouveaux projets pour faire encore plus grand, voire encore plus grand. Donc, le profil 1, il a un côté inspirant comme ça. Alors, il est un peu fatigant pour les autres, des fois en entreprise, parce qu'il a toujours plein de bonnes idées. Il ne structure pas toujours, il ne concrétise pas toujours, par contre. Par contre, généralement, il s'entoure très bien de profils, notamment, qui sont différents du sien et qui vont structurer et concrétiser pour lui. Et puis, ce 4, cette personne, elle a besoin de résultats. Elle a besoin de concret. Elle a besoin de franchise, elle a besoin d'objectifs clairs, bien définis. Beaucoup de profils commerciaux ou très techniques avec des 4 très élevés. Ces profils-là ont besoin de techniques, de compétences. Ils ont besoin surtout d'évoluer dans un contexte où ils vont pouvoir évaluer que leur travail est performant et rentable. Des commerciaux, par exemple, vont être très attachés à avoir des objectifs clairs, mais pas que. Et puis ici, en rejet total, parce qu'on est sous la médiane en pointillé basse, c'est-à-dire que cette personne, si elle doit travailler en qualité, par exemple, si elle doit travailler à la rédaction d'appels d'offres, si elle doit travailler sur des choses très détaillées, très minutieuses, elle va pouvoir le faire, mais certainement que ça va être une difficulté pour elle de se concentrer et de rester sur un temps assez long sur ce type de tâches, parce que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas faire, elle n'aime pas être dans le détail, elle n'aime pas être dans les choses très minutieuses qui prennent du temps et qui sont longues. Et du coup, si ça s'inscrit dans le temps, elle va être très en difficulté, voire elle va quitter son poste parce qu'elle sera sur quelque chose qui ne lui convient absolument pas. Donc je me présente à vous sous ce profil, c'est mon profil OPR. Je suis profil 2, 1, 4. C'est-à-dire que j'ai besoin de nourrir plusieurs besoins pour être en bonne ordre de marche en entreprise. Et finalement, aujourd'hui, avec ce grand 2 qui est mon besoin premier, être au contact de l'autre, interagir, j'ai besoin de collectif, de confiance, de considération. Alors effectivement, on me dit souvent, oui, mais tu travailles toute seule, alors comment tu te nourris ? Je dis, je me nourris avec mes clients toute la journée et j'accompagne les autres. C'est le sens que j'y trouve et c'est comme ça que je viens me servir de carburant. Le 1, c'est le côté challenge. On m'a appelé et on m'a dit « Tu ne voudrais pas développer une agence Vacom sur 3 et c'est toi qui porterais la direction de l'agence ?» Tu m'as parlé en me disant ça. Tu m'as emmené parce que c'est nouveau, il y a du leadership, il y a de la nouveauté et puis le projet est assez ambitieux. Et ça a suffi pour m'attraper. Et puis j'ai quand même besoin de résultats. Et ça, c'est à travers la définition d'objectifs en interne que j'arrive à mettre en place des leviers de motivation pour avancer concrètement et voir comment je progresse. C'est un petit peu plus clair pour vous ? Oui, oui. Est-ce que, en bas, je vois qu'il y a c'est comme les leviers de motivation. C'est-à-dire que de ce que je comprends, la première personne, c'est un peu plus l'innovation. La deux, oui. C'est la connexion. Et je vois la justice. C'est plutôt la stabilité. Stabilité émotionnelle. Et puis la justice, l'équité. Est-ce que du coup, c'est le tien, donc du coup, ce sera peut-être plus facile de répondre, mais est-ce qu'un profil comme le tien, ça veut dire que potentiellement,
sur laquelle il faut être extrêmement vigilant quand on anime un profil comme le tien, c'est peut-être cette notion d'injustice ou d'instabilité. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire. Il faut raisonner. Je n'ai pas besoin de planifier, je n'ai pas besoin de temps, je n'ai pas besoin de qualité, je n'ai pas besoin qu'on m'apporte des choses trop détaillées. Je suis plutôt de nature à observer le monde de manière globale et au contraire, tu vas mettre en effort si tu vas sur des choses très détaillées. C'est plutôt raisonner, c'est pas dire bah, toi, tu n'aimes pas la justice. Non, c'est tu n'as pas besoin de. Par exemple, pour les gens qui n'ont pas de 2, on va dire bah, attends, si tu n'as pas de 2, on l'entend souvent chez nos clients, bah, toi, tu n'as pas de 2, tu n'as pas de cœur. T'aimes pas les gens. Non, ça ne veut pas dire ça, c'est un raccourci. Celui qui n'a pas de 2 dans son profil, il n'a pas besoin de communiquer avec les autres. Il n'a pas besoin de dialogue, il n'a pas besoin de travailler en équipe, il n'a pas besoin de collectif. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les gens. Souvent, les personnes qui n'ont pas de 2 dans leur profil sont mariées, ont des enfants, ont des amis, de la famille, voire des potes avec qui ils font la fête tous les week-ends. Ils aiment l'apéro comme les profils 2. Pour autant, ils ne vont pas chercher à se nourrir comme nous, on le ferait en grand 2 dans une entreprise, où nous, on va essayer d'aller chercher de l'interaction sociale, créer peut-être du lien, ou d'autres vont se dire bah ouais, mais là, on est au travail, c'est un peu intrusif ton truc. Nous, on n'a pas envie de boire l'apéro, de faire l'afterwork et la galette des rois, ça ne nous intéresse pas, on est dans notre environnement professionnel, on est au travail. Donc, c'est plutôt comprendre c'est quel besoin moi j'ai besoin de nourrir et être attentif au fait que, bah oui, l'autre, il ne parle peut-être pas avec toi au bureau, parce que lui, il n'en a pas besoin. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas ou qu'il ne t'apprécie pas, il n'a juste pas besoin. Et cet outil te permet de faire le petit pas de côté qui te rappelle que oui, attention, c'est mon prisme, c'est mon cadre de référence, c'est ce dont j'ai besoin de nourrir moi, mais est-ce que lui, en face de moi, il en a besoin? C'est peut-être ce qui explique son comportement. Alors, chaque profil a ses qualités. D'ailleurs, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, je tiens à le dire. Quel que soit votre profil OPR, tout le monde a un bon profil. C'est juste identifier comment on fonctionne. Alors, le profil 1, il est de nature curieuse, il est sûr de lui, il est compétitif, rapide et décisif. Le profil 2, il est enthousiaste, persuasif, il sait se vendre, il est sociable et confiant. Le profil 3, il est patient, loyal, serein, coéquipier et pondéré. Le profil 4, il est précis, rigoureux, consciencieux, adulte et direct. Et vous allez surtout identifier les personnes qui sont différentes de vous à travers les défauts que vous allez leur reconnaître. Le 1 va vous paraître, si vous n'avez pas de 1 dans votre profil, égocentrique, dominateur, turbulent, chicanier, insatisfait et obstiné. Le 2 va vous sembler influençable, subjectif, indécis, timide, crédule, cyclotimique. Cyclotimique, un peu lunatique, changement d'humeur. Profil 2, beaucoup d'émotions, comme le profil 3 d'ailleurs. Le 2, il est toujours très pris dans ses émotions et en cela, il a un non-verbal qui est très fort et qu'il trahit très souvent parce qu'il va rougir, il va avoir envie de pleurer, il va exploser de colère. Il n'arrive pas trop à gérer ses émotions. C'est toujours un peu sa difficulté. Le profil 3 a tout autant d'émotions, mais lui, par pudeur, en fait, il ne va pas pouvoir les livrer aux yeux des autres, donc il va tout garder pour lui. Le profil 3, vous allez l'identifier, si vous n'avez pas de 3 dans votre profil, comme quelqu'un qui est peu sûr de lui, qui est dépendant, modeste, distant, renfermé et tatillon. Et le profil 4, vous allez l'identifier comme critique, méfiant, rigide, soupçonneux, froid et caustique. Finalement, tout est qualité et tout est défaut. Ça dépend de ce que l'on perçoit et de son propre mode de fonctionnement pour le définir. Je vais vous faire jouer, voir si vous avez tout compris. D'après vous, qui a besoin de sécurité, de calme et de respect? Le 3, le profil 3, oui. Pardon? Oh, c'est mignon. Non, mais tu peux intervenir. Qui a besoin d'objectifs, de clarté et de rentabilité? Le profil 4. Qui a besoin de défis, de liberté et de nouveauté?
Qui a besoin d'échanges, de convivialité et de collectif? Le 2. Qui a besoin de partage, d'harmonie et de disponibilité? Alors, est-ce que vous êtes un petit peu reconnu dans tout ça, dans les grandes lignes? Souvent, on a du mal à s'identifier soi-même. Par contre, on identifie très bien les gens qui nous entourent. Alors, c'est aussi prendre conscience que nos comportements créent l'environnement de ceux qui nous entourent. Important de prendre conscience de ça, et oui. On va s'intéresser et faire un petit focus sur les dirigeants ou les entrepreneurs de manière plus large. Le dirigeant qui présente un profil 1, c'est le dirigeant stratégique. Il a un sens intuitif de la situation qui est très développé. Il voit loin dans le futur, il imagine plusieurs options et il sait prendre des risques, au sens des risques non calculés. C'est-à-dire il est capable de vous dire « j'y vais au talent, je le tente ». Ça, c'est du profil 1. Le dirigeant qui présente un profil 2, c'est un animateur, il perçoit facilement les sentiments des autres, il a cette intelligence émotionnelle, il sait écouter, il aime animer une équipe et il projette de l'empathie. Le profil 3, il va être dans la planification, il étudie tous les aspects d'un problème, il est orienté vers les problèmes internes, il se plaît dans des activités de planification, il recherche toutes les informations. Et le profil 4, c'est le dirigeant qui est focus résultat, lui il aime les objectifs difficiles, il est tourné vers l'action concrète. Il sait fixer des objectifs clairs et il est très clair dans ses exposés. Alors finalement, pour bien faire tourner une entreprise, il faudra un petit peu de tout ça. C'est pour cette raison qu'on a souvent, à travers des associés, des comités de direction, des gouvernances d'entreprise qui présentent plusieurs dirigeants, des gens qui se complètent très bien, où on retrouve l'ensemble des profils. Ce que vous avez vu, on peut avoir plusieurs chiffres dans son profil, donc souvent ils sont par définition complémentaires, mais le gros sujet et ce qui fait qu'aujourd'hui on a du travail dans nos métiers, c'est comment on arrive à communiquer et à s'entendre au milieu de tout ça, parce qu'on est encore une fois tous très différents. Et souvent les enjeux, c'est comment on maintient un bon niveau de communication et comment on arrive à s'adapter les uns aux autres dans l'intérêt de l'entreprise. Alors, le profil 1 et ses aptitudes, l'entreprenant, il est ouvert aux idées innovatrices, il pense vite et il décide encore plus vite. Sa satisfaction personnelle, elle est liée à sa propre réussite. Il défie les décisions qui ne viennent pas de lui et il puise son énergie dans l'antagonisme qu'il crée autour de lui. Le social, lui, il favorise la formation et l'épanouissement des autres, la satisfaction personnelle qui est liée à la réussite de son équipe. Il se préoccupe trop de ce que les autres pensent de lui et il se fie aux autres et il dépend d'eux. Le profil 3, il est conventionnel, il passe à l'action lorsqu'il est assuré d'avoir toutes les données et les informations pour le faire, c'est son besoin d'être sécurisé. Sa satisfaction personnelle, elle est liée à la qualité de son travail. Il prend parfois trop de temps pour décider, il veut trop vérifier, il éprouve de la méfiance devant l'imprévu. Et enfin, le 4, c'est l'expert. Il fonctionne par étapes, il prend des risques calculés, lui. Il aspire à l'excellence. Sa satisfaction personnelle est liée à l'atteinte de ses objectifs. Il monopolise l'autorité, il souhaite l'action immédiate. Il est agressif envers les autres s'il manque de compétences et de résultats. Alors, les profils 1, qui se reconnaît? Le profil 1, il aime surprendre, il s'adapte à tout. Dans un même temps, il veut avoir raison, il prend toute la place. Franchement, s'il avait tort, le profil 1, il le saurait. Ce n'est pas la grande remise en question qui va l'animer. Donc attention, les profils 1, à ne pas être égo-chiants. Profil 2, qui se reconnaît? Il crée l'ambiance, le profil 2, la convivialité, c'est son truc. Il aide et il écoute. Il change d'humeur et il raconte un peu sa vie, ce qui peut être pénible pour les autres. Aimez-moi, appréciez-moi et dites-le moi. Attention au profil 2, de ne pas être attachant.
On va mettre de l'affect un petit peu partout, même là où il n'en faut pas. Profil 3, qui se reconnaît. Il rassure, il accompagne et il calme. Il fait du bien en entreprise, le profil 3, parce qu'il apporte un peu de discrétion, pendant que d'autres ont besoin de briller, d'autres bavardent beaucoup. Eh bien, lui, il apporte un peu de calme. Pour autant, il crée le doute et il coupe les cheveux en 4. Souvent, à 23h30, il ne doit pas oublier d'aller se coucher parce qu'il se refait le film, le profil 3. Alors, les profils 3, attention à ne pas être trop minutieux. Et enfin, le profil 4 qui se reconnaît. Il clarifie, il apporte des preuves. Il crée la pression et il est très critique, le profil 4. Souvent, on dit mettez-le dans une pièce, c'est lui qui va voir le petit coin de papier peint qui n'est pas bien collé en haut à droite. Et faire peur à tout le monde, ça me détend. En entreprise, malheureusement, ils sont parfois mis à l'écart des collectifs parce qu'ils ont besoin de franchise. Ils ne sont pas malveillants quand ils le font, ils sont dans un souci de construire et de dire les choses pour qu'ils puissent progresser. Pour autant, sa difficulté, c'est qu'il n'y met pas toujours l'effort, mais il peut être en franchise brutale, ce qui peut heurter d'autres profils que le sien. Alors, les profils 4, attention à ne pas être exigeants, parce que le profil 4 a un niveau d'exigence avec lui-même et avec les autres qui est très élevé. Alors, pour mieux travailler ensemble, que faites-vous pour les manchots qui vous entourent? Et que faites-vous pour vous, pour bien fonctionner? La méthode OPR, on peut aussi la travailler alors individuellement, certes, mais on l'utilise aussi en entreprise pour identifier comment fonctionnent les collectifs. Et vous avez l'exemple là d'un collectif, un duo de dirigeants, le mari et sa femme qui ont créé leur entreprise. Monsieur et Madame Dupont. Voilà Madame Dupont. Grand 1-4. Comment on la décrirait, cette Madame Dupont? Ah oui, elle mène, Madame Dupont. Elle a 100 idées à l'heure, elle va très vite, elle réfléchit très vite. Elle est toujours dans le demain et dans ce qu'on va pouvoir développer. Et puis, comme elle a un 4 qui est associé, elle structure rapidement. Le profil 4, il a une grosse capacité d'analyse et de structuration. Donc, Madame Dupont, c'est un bulldozer. Par contre, ça ne va pas être la reine de la communication. De surcroît avec ses équipes. Et puis, on a Monsieur Dupont, son mari. Profil 2-3. Nounours, super attachant, Monsieur Dupont. Le profil 2-3, il est vraiment ouvert à la communication, il a le souci des équipes, du collectif. Son 3 fait qu'il est quand même précautionneux, de nature discrète. Donc vous comprendrez qu'à un moment donné, certes, dans l'intérêt de l'entreprise, ça va super bien fonctionner parce qu'ils cochent toutes les cases à eux deux, ils sont très complémentaires. Pour autant, ça va être compliqué dans la boîte pour les équipes et puis pour le couple, parce qu'ils sont tellement différents qu'ils risquent parfois de ne pas se comprendre. Et voilà une équipe de 4 personnes. Alors, on travaille ensemble et la complémentarité. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette équipe ? Ça peut. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que vous avez les cafés, les croissants, vous faites le repas de Noël à la galette des rois. Vous pouvez même improviser des after-work. Il y a de la convivialité dans cette équipe. En tout cas, ils en ont tous besoin. C'est une équipe qui fait certainement beaucoup de réunions parce qu'elle a besoin de dialogue, d'échanges, et puis qui fonctionne bien, effectivement, dans le travail d'équipe. Je pense qu'il y a des résultats aussi parce qu'ils ont tous un 4 qui est associé, donc bon, bah, ça bosse, hein. C'est pas parce qu'on est deux qu'on ne sait pas travailler, bien évidemment. C'est quoi le risque ? Ouais, ça risque de ne pas être trop structuré, ça risque de manquer un petit peu de process, de méthode. Et puis ? Ouais. Oui. Disons qu'on risque de ne pas trop se renouveler, parce qu'on n'en a pas trop envie, puis ce n'est pas ce qu'on aime. On est bien dans notre petit train-train, sauf qu'on risque de louper peut-être des virages ou de ne pas rester suffisamment en veille de ce qu'il va falloir changer et des nouveautés. Et du coup, dans l'intérêt de l'entreprise, en tout cas, on ne couvre pas l'ensemble des sujets.
Alors voilà à quoi ressemblent souvent les profils d'équipe en entreprise, hein. Ça c'est la normalité. Alors c'est sûr que ça fait plein de gens bien différents et plein de modes de fonctionnement bien différents. C'est ce qui permet aussi aux entreprises, là aussi, de gagner en efficacité, en performance. Elle couvre l'ensemble des sujets. L'enjeu, encore une fois, c'est comment on fait fonctionner tout ce petit monde-là ensemble, en bonne cohésion et en bonne cohérence, dans l'intérêt de l'entreprise. Comment on travaille sur les modes de fonctionnement des uns et des autres pour les éveiller à un travail d'équipe qui soit quand même harmonieux et où la communication est plutôt paisible, on va dire. Alors nous arrivons à la fin de cette conférence. Avant de terminer, j'aimerais vous indiquer que je souhaite offrir à quelqu'un dans cette salle l'occasion de découvrir son profil OPR et de pouvoir en vivre une restitution individuelle. Donc pour ça et pour ceux qui sont intéressés, y compris pour ceux qui ont déjà vécu la méthode OPR, si vous êtes tiré au sort par mon petit Stan de 8 ans, qui est la main la plus innocente que je connaisse autour de moi, vous pourrez laisser un papier et vous pourrez l'offrir à l'un de vos proches. Il n'y a pas de souci si vous l'avez déjà vécu vous-même. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée ? Avec quoi vous repartez ce soir ? Nous sommes tous différents les uns des autres. Ouais, on le savait un peu quand même déjà. Tu parlais d'émotions contagieuses, elle existe et pour le coup, j'ai trouvé tout le contenu, mais je repars vraiment avec ta propre énergie. Tu as réussi à captiver, en tout cas à me captiver pour le coup, pendant toute la conférence. Et le sujet était très intéressant. Au-delà de beaucoup de notions qui sont très, très importantes, j'ai vraiment aimé ta manière de présenter le sujet, donc je repars avec ça. Merci. Merci. Alors, merci à tous, bravo à vous. Je vais vous demander de remercier les 2 personnes les plus importantes de votre soirée, votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.